Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée. Nous sommes le 19 mai 2023, il est 8 heures, nous vous accompagnerons jusqu'à 9h30 et Mina Abed est déjà parmi nous. Mina, bonjour. Bonjour Nour, bonjour à tous. Comment ça va Mina? Ça va. Ça se passe bien? Très bien. Très bien, alhamdoulilah. Aujourd'hui nous sommes le 19 mai, ça te fait rappeler quelque chose? Évidemment. Évidemment, c'est la journée nationale de l'étudiant. Donc, c'est quand même une date qui nous renvoie à la révolution algérienne, à l'année 1956 particulièrement, où la jeunesse algérienne, les étudiants particulièrement, ont répondu favorable, ont répondu donc à l'appel de l'UGMA, l'Union Générale, donc des étudiants musulmans algériens, et justement pour appliquer les principes du 1er novembre 1954. Et bien entendu, le résultat était là par l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet 1962. Et bien justement, c'est une page d'histoire que nous allons ouvrir aujourd'hui pour marquer cette journée. Et aussi, donc toujours dans le monde des étudiants, les étudiants ne cessent de nous impressionner, Mina. Toujours. 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 Effectivement. Et justement, les étudiants continuent un petit peu le combat, mais autrement. Vraiment, on continue le combat en faisant la promotion de la science, en faisant aussi la promotion des projets, toujours au service de la société. Et aujourd'hui, nous allons recevoir des étudiants vétérinaires. Alors cette fois-ci, ils vont apporter des solutions où c'était un événement où il y a eu invitation, donc appel à projets, des invitations aux étudiants pour proposer des projets, encore une fois, pour répondre aux besoins de la société. Ça s'est fait donc sous la coupe d'un incubateur, d'ailleurs au niveau de l'école, et nous allons les recevoir ce matin pour en parler. C'est parfait. Et ben voilà. Aussi, nous allons recevoir aujourd'hui un collectionneur. Il y a quelque chose que tu collectionnes finalement? Ça t'est déjà arrivé? Oui, ça On m'est est déjà tous arrivé. passés par là. Hein. Oui, oui, oui. Enfin, moi, j'y suis toujours. Hein. Oui, ça m'est déjà arrivé. Avant, c'était les pièces. Les pièces de monnaie? Pièces de monnaie, oui. Et après, tu as fait quoi avec? Moi, elles sont toujours à la maison. J'ai arrêté de... Avant, je fouinais, je cherchais toujours de nouvelles pièces, d'anciennes pièces. Bon, maintenant, je le fais plus. Alors, on les garde comme souvenir? On les garde comme souvenir. Ça va, ça t'encombre pas beaucoup? Ça fait beaucoup de pièces. Ça fait beaucoup... Je peux les prendre hein, si tu veux. Hein. Non, je donne pas. Bah, écoute, chez moi, au moins, ils seront peut-être, oui, tiens. entre de bonnes mains parce que j'en collectionne toujours. C'est hein. vrai? Bah oui. Toi aussi? Bah oui. Bah, c'est bien. Et comment? On va essayer de... On va s'arranger après. Voilà, on va s'arranger après, négocier. Exactement, on va négocier autour d'un café, hein, s'il vous plaît. Autour d'un café. Voilà, et bien justement, c'est un collectionneur que nous allons avoir aujourd'hui. C'est un collectionneur en fait qui collectionne plusieurs objets en même temps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il le met à disposition quand il s'agit, par exemple, de célébrations, d'événements particuliers, afin de promouvoir finalement toute la culture et l'histoire de l'Algérie, parce que c'est vrai qu'à travers toutes ces pièces qu'on peut raconter toute une histoire, exactement. hein, n'est-ce pas? Voilà. Et nous parlerons également de santé en compagnie de notre docteur Fethi Benachnou, comme chaque vendredi. Question, Mina, tu permets? Je te pose trop de questions ce matin. Hein. Fais-toi plaisir. Merci. Alors, oui. Lorsque tu vas acheter tes vêtements, quel est le premier critère sur lequel tu vas te baser? Je commence déjà à toucher le vêtement. Déjà, je vois s'il me plaît visuellement. Voilà. Je me disais, parce que là, c'est une étape quand même un peu importante. S'il y a le petit contact là entre nous. Voilà, attirance. Voilà. S'il y a une petite... voilà. J'y vais, je touche un petit peu le tissu. Le tissu, c'est important, la matière. Et ben voilà, là vraiment tu me tends la perche par rapport à la matière du tissu, parce qu'aujourd'hui, Dr Fethi Benachnou, il va nous parler de cette qualité du tissu. C'est vrai que nous sommes très attirés par le vêtement, par le design du vêtement, par la coupe, etc. Mais on ne fait pas très attention finalement à la qualité du tissu, et pourtant ça a des incidences sur la santé, particulièrement des allergies. Et ben justement aujourd'hui, Dr Fethi Benachnou va nous parler des allergies qui sont liées justement à la qualité du tissu. Ce matin également, nous irons du côté de Ouargla en compagnie de notre ami Farhat Mouzaoui. Voilà pour le programme de cette matinée. Merci beaucoup Amal Almi de nous l'avoir préparé. Et il va faire beau aujourd'hui? Bon, oui. Je me mets à la place de Amal, il fait très très beau. Ah d'accord. S'il va faire très très beau, c'est qu'il va faire un peu beau finalement. Voilà. Si tu te mets à la place de Amal. Si je me mets à la place de Amal. Voilà. Tu vas nous donner un peu plus de détails? Oui, allez, avec plaisir. Après cela. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معا نصنع المستقبل.
Ah oui, selon Amel Laribi, il va faire très beau aujourd'hui. Selon Amel Laribi, effectivement. Selon Amel Laribi. Voilà, si on la prend comme référence. Oui. Une carte plutôt généreuse aujourd'hui. Non, c'est une carte qui fait plaisir. Qui fait plaisir, plutôt généreuse. C'est une carte qui fait vraiment plaisir. Hein. Voilà. Alors, tu nous fais une lecture? Oui, avec plaisir. Ah, tiens. Allez, rebonjour à tous, c'est très bon réveil. Et bien effectivement, aujourd'hui, on entra à des passages nuageux sur l'ensemble des régions nord avec des pluies assez marquées parfois, notamment sur le centre et l'est du pays. Ces pluies seront accompagnées de grêle, notamment vers les Aurès, des vents assez forts également, notamment vers l'intérieur centre et puis sur la partie sud. Quelques passages nuageux, quelques pluies cette fois-ci sur la Saoura, le Nord Sahara et les oasis. On aura de fréquents soulèvements de sable, notamment sur le sud-ouest, la Saoura, le Nord Sahara, le Sahara central, les oasis, ainsi que sur les régions intérieures, notamment celles de l'ouest. Les températures de cet après-midi, eh bien, on entra sur la moitié nord, 22 degrés du côté d'Oran, 21 degrés à Annaba, 19 degrés à Annaba, 21 degrés du côté d'Alger, Tizi Ouzou, on entra à 16 à Sétif et Constantine, 14 degrés à Djilfa, 11 degrés à Al-Biyad In'ama, on entra à 22 degrés à Radaya, 17 à Bachar, 31 degrés à Tindouf, 33 degrés à Darar, 36 à Insalah et enfin 43 degrés, ce sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, eh bien, on notera une mer agitée sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 30 et 40 km/h vers les côtes ouest, entre 20 et 40 km/h sur le centre et enfin entre 10 et 30 km/h vers les côtes est. On passe tout de suite au continent africain pour cette journée. Beaucoup de pluie à Addis Abeba ainsi qu'à Abidjan, Kinshasa, un ciel voilé du côté de Bangui ou encore Nairobi. Côté température, on notera 33 degrés à Abuja, 21 degrés à Abidjan, 21 également à Addis Abeba et enfin 25 degrés à Nairobi. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Et effectivement, il fera très beau aujourd'hui. Hein. Très beau. De toute façon, j'imagine que ça fera plaisir. Hein. Même si on est au mois de mai, ça fera, même ceux qui aiment le soleil, ça leur fera plaisir d'avoir de la pluie. Oui. On n'a pas eu de pluie en hiver. Ça arrive maintenant, donc mieux vaut tard que jamais. Mais ça arrive, c'est plus important. Et puis surtout, on garde des températures plutôt saisonnières. Plutôt agréable, oui. Plutôt agréable, plutôt saisonnière. 21 degrés, moi je pense que c'est bon. C'est bon, c'est agréable. Pas trop froid, pas trop chaud. Ah bah voilà. Très bien. Merci beaucoup Mina. Merci. Mina, on se retrouve tout à l'heure après une activité du midi, après celui de 19h. Demain, à partir de 8h pour Bonjour d'Algérie, à 9h30. À 9h30. Point café, négociation autour des pièces de monnaie. Voilà, numismatique. Merci beaucoup Mina. Et à présent, pause musicale nostalgique. Et ce sera en compagnie de Boujma Al-Anqais et on se retrouve juste après. لما توفات فاطمة الزهرة بكى عليه لما توفات فاطمة حبت النجيب صارت تنوح طول الليل والنهار باكية من فقد حمد قلبها عطيب حزنها حزن عظيم وعيشها كما من يسمع نعمة صوتها العجيب يعظم عليه الشوق وغربة الديار كذلك الصبيان على فتوت الأديب تلفت ولا تبتت لحروفها أخبار من بكاهم دمعة سايلة سكيتة في المساجد يمحي والوحهم جار بطلت الناس شغالها من حبة الحبيب ما ملك حد صبر من شدة الغيار ما بقى حد نسلي يا أهل الغرام
طياب أهل البقعة والمجاورين كلها تباكى وعقولها هيام والصنايع كترة منها مبطلين أقدر أدوق الدنيا المؤمنين يوم توفى سيد الخلق يا سلام لا صبر اللي حضر صادق الأمين يوم توفى سيد الخلق يا سلام لا صبر اللي حضر صادق الأمين أقدر أذوق الدنيا المؤمنين سبحان ربي نشا وقدر كل شيء ربي لا له شريك لا له شريك لا له تاني لا له تاني سبحان ربي نشا وقدر كل شيء كل شيء ربي لا له شريك ولا له تاني العالم بما حدث وما يحدث وما يحدث كافي عن ما انشا وكل من عليها فاني كافي عن ما انشا وعلى الاشياء غاني 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 اقدر اذوق الدنيا المؤمنين اقدر اذوق الدنيا السامعين أقدر أذوق الدنيا المؤمنين أقدر أذوق الدنيا السامعين يوم توفى سيد الخلق يا سلام لا صبر اللي حضر الصادق الأمين أقدر أذوق الدنيا المؤمنين. Et de retour sur le plateau, c'était donc Boudjma Al-Anqis. Et cette fois-ci, nous recevons Dr Fathi Ben Achnou. Docteur, bonjour. Sabah al-Khair, bonjour. Comment ça va? Ça va, c'est bon. Il fait bon ce matin. Il fait bon ce matin. Il va pleuvoir d'après la météo. Il va encore pleuvoir. Bon. Non, mais c'est vrai que cette semaine, quand même, on a été plutôt gâtés par le ciel, bien sûr. Ces jours-ci. Donc ça va continuer encore aujourd'hui sur la météo Algérie. On fait le plein de fraîcheur. Voilà. Avant les grandes chaleurs, effectivement. La canicule, ça va vite venir. Hein. Bien va sûr, venir à grands pas. Alors il faut faire le plein, comme ça. On va travailler. Voilà, c'est ce qu'on espère. Et justement, docteur, aujourd'hui, c'est un... En rapport avec les grandes chaleurs. En rapport avec les grandes chaleurs. Même les périodes de froid. Mais surtout les grandes chaleurs. Vous avez raison, je crois que c'est... Voilà. Justement, ça a un rapport avec les grandes chaleurs, là où on va essayer de se procurer des vêtements plutôt frais. Oui. N'est-ce pas? Mais on n'a pas vraiment tendance à regarder l'étiquette qui va avec. Oui. Plutôt frais, oui. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'un vêtement. Et un vêtement, c'est quelque chose, historiquement, de l'histoire de l'humanité, c'était pour se protéger contre le milieu environnant. Quand il neigeait ou là, il fallait on utilisait des peaux de bêtes. En été, il faisait plus frais, on changeait. On voit que le vêtement est fonction de l'environnement, de la température du milieu dans lequel on vit, le vêtement. Avant d'être les défilés de mode et toute cette superficialité, c'est surtout pour... Ensuite, on a ajouté un côté esthétique, le mariage des couleurs, tout ça, c'était l'industrie du vêtement. Mais le vêtement essentiel, il y a deux types de vêtements. Il y a le vêtement extérieur, celui qu'on porte. Il y a très important le vêtement qu'on appelle les sous-vêtements, extrêmement important. Et il y a aussi le vêtement du pied. Oui. Il y a les chaussettes et il y a les chaussures qui vont avec. Donc vous voyez qu'il y a 3 ou 4 types de vêtements que l'être humain utilise.
Moi, je vais insister dès le départ, pas sur le côté extérieur, le visuel, une belle chemise, un beau costume, une belle cravate. Ça, c'est le rapport social du vêtement. Mais ce qui est important et qui peut nuire à la santé, c'est ce qu'on appelle les sous-vêtements. Ils doivent être extrêmement importants parce qu'ils sont en contact direct avec la peau. Oui. Ça, c'est un élément essentiel. Et la peau est très réactive. La peau, on doit la respecter. Elle doit respirer, elle doit transpirer, il doit y avoir pas un étouffement de cette peau. Et je vais prendre un exemple. Par exemple, les femmes au niveau des soutiens-gorge. En dessous du sein, un soutien-gorge est constitué d'une armature, ce qu'on appelle le bonnet, sur lequel on tisse un tissu X. J'ai vu des cas fréquemment où il y avait des femmes avec des blessures sous le sein, mais c'est quelque chose de catastrophique et très impressionnant. À cause de quoi? Je parle surtout en Algérie. On achète ce sous-vêtement essentiel qui joue un rôle très très important dans la sustention du sein, parce que le sein c'est un muscle qui risque. Donc là, mais il faut apprendre aux femmes, aux jeunes filles, d'acheter un soutien-gorge où l'armature ne doit pas être faite n'importe comment, parce qu'elle donne des allergies. Nous, en Algérie, promenez-vous dans n'importe quel sort, on voit des trucs à l'air libre et tout ça. Ça, c'est dangereux. Deuxièmement, on a des irritations qui sont en réalité des allergies de la peau. Et là, vous voyez que c'est un truc extrêmement important. Moi, je vais aller tout de suite au niveau des slips des garçons. On a beaucoup de stérilité à cause de slips en nylon. On le dit depuis des décennies, rien ne change. Je parle aux mamans ou aux papas quand ils achètent des sous-vêtements à leurs petits enfants, il faut qu'ils soient en coton. Pourquoi? Parce que quand on porte un tissu, un sous-vêtement en nylon, on étouffe. C'est du plastique en nylon, donc il n'y a pas de respiration et il y a élévation de température. Pour comprendre la chose, c'est comme si on était dans une salle de bain après avoir pris un bain. Il y a de la chaleur, il y a de l'humidité, il y a de la vapeur d'eau, et ça se passe comme ça au niveau. Et c'est très important, ça va tuer la possibilité de reproduction de cet homme. Donc ça va jouer carrément sur son développement. Sur sa vie, vous allez jouer sa vie. Et ce qui est important, c'est que beaucoup de stérilité masculine, c'est à cause de sous-vêtements. Vous voyez, c'est des trucs qu'on néglige. Ensuite, les tricots de peau, tout ça, c'est important, ça doit être en coton. En Algérie, c'est extrêmement important que les sous-vêtements doivent être en coton ou en lin. Et le lin est Moi, je pose la question, je ne sais pas s'il y a un spécialiste en agriculture qui nous voit. Pourquoi il y a Amel en régie. Il y a Amel. Pourquoi on ne cultive pas le lin en Algérie? C'est une plante, c'est comme un truc, on cultive. Et ensuite, il y a beaucoup de bénéfices dans le lin. Surtout, on a une industrie textile qui était forte, qui a diminué et qui est naissante. Renaissante, c'est une renaissance. Je crois qu'on peut produire des sous-vêtements en coton, en lin, des vêtements en lin et surtout exporter. L'Algérie est une terre agricole. On peut, là, mais ça, c'est techniquement, je ne sais pas comment que ça se passe. Donc là, les sous-vêtements sont essentiels et ils peuvent nuire à la santé et faire de graves. Sincèrement, j'ai toujours en tête ces blessures sous le sein, mais on dirait que c'est quelqu'un qu'avec un couteau, il a complètement déchiré, et tout ça à cause de ces sous-vêtements que l'on vend qui doivent être interdits. Interdit. Moi, je pense qu'un vêtement qui est quelque chose qui peut nuire à la santé doit, au même titre qu'un médicament, détenir pour aller sur le marché ce qu'on appelle une AMM, une autorisation de mise sur le marché. Alors là, le pire, on va aller au niveau du pied. Avant d'aller au niveau des pieds, docteur, si vous permettez, restons un petit peu avec les enfants, les bébés particulièrement. Donc, alors les bébés, en plus des tricots de peau, il y a aussi les couches
qui vont avec. Et là, c'est une autre catastrophe. Une autre catastrophe qui était prévisible. Vous vous êtes baladé dans les surrogats, on les vend à l'unité. Les couches sont empalées comme ça et on les vend à l'unité. C'est vrai que... Mais ça, là aussi, c'est la même histoire que la blessure du sein. On va avoir des irritations catastrophiques. Oui. Ben voilà, nous avons une image... Oui, catastrophique. Là, c'est bon, c'est et là, pire, il y a des mamans qui croient que c'est une infection. Moi, je respecte les mamans, c'est pour ça qu'il faut se mettre à leur disposition. Il y en a qui mettent de l'alcool sur ça. Oui. Il y en a même qui mettent des produits... là, c'est atroce. Là, c'est une peau qui est irritée. Premièrement, il faut le laisser à l'air libre, on répète ça, le nettoyer, ne pas laisser l'urine, parce que l'urine est caustique, si je puis dire, et à ce moment-là, il faut laisser à l'air libre, et il faut à la limite mettre une pommade, quelque chose de doux, mais surtout le laver à l'eau froide, pas à l'eau chaude, parce que la peau est irritée, on prend toutes ces choses-là. Et changer régulièrement les couches. Changer les couches, c'est pas enlever une couche et remettre une couche. Non, il faut le laver d'abord, il faut le nettoyer, il faut enlever les sels, il faut enlever les urines qui sont irritantes. Et là, c'est une souffrance pour les enfants. Qu'en est-il de l'utilisation du talc, docteur? Moi, je suis contre. Je suis contre parce que si on met dessus un tissu, un sous-vêtement en nylon, on va recréer l'atmosphère de la salle de bain, que j'appelle moi salle de bain, après avoir pris un bain. Et donc ça va devenir de petits granulés. Le talc, ça devient de petits granulés. Moi, je suis pour laisser le bébé à l'air libre, gigoter. D'ailleurs, les bébés adorent ça. Gigoter, et ensuite, ce qui est important, ne pas avoir à la limite une crème, mais attention, une crème pas achetée sur le trottoir vendue par des trucs. Non, une crème chez un pharmacien honorable, un pharmacien qui ne vend pas ce que l'on vend sur le trottoir. Là, c'est... Et le plus important, j'insiste sur ça, laissez votre bébé à l'air libre, ça, il n'y a pas de problème. À l'air libre, le temps que ça sèche, le temps que ça... Ensuite, lui mettre des couches bien choisies. Je crois que maintenant, il y a des marques qui sont sérieuses. Et je le dis, marques sérieuses dans le sens où elles sont enveloppées, elles sont tout ça. Mais tout vêtement, tout sous-vêtement doit être soumis à une AMM, une autorisation de mise sur le marché. Et deuxièmement, éloignons-nous de ce tsunami de produits nylon. Et justement, produits nylon, docteur, on en trouve beaucoup dans la confection des chaussettes. Pour revenir encore une fois au pied. Le pied est fondamental. Et je le dis tout de suite, il est temps que l'Académie de médecine, telle qu'elle existait en Algérie, et qui forme les médecins, inclut dans sa formation une spécialité de podologue. Le pied en lui-même est un organisme très complexe. Il est fait de plusieurs os, allongés, de petits os, de grands os, toutes ces choses-là. Ensuite, il y a tout un système de tendons, tout un système de... le pied en lui-même, je crois qu'il faut développer une formation, une spécialité en podologie. Et une chose, à ne pas confondre avec le pédicure. Pédicure qui fait que... C'est esthétique. L'esthétique, avoir ses doigts, avoir ses ongles. Là, c'est très important. Il y a beaucoup de gens, et de diabétiques, on oublie ça, de diabétiques qui ont ce qu'on appelle un ongle incarné. C'est un ongle qui s'enfonce dans la peau à cause des chaussures mal adaptées. Vous voyez que la podologie, je crois que c'est une urgence en Algérie, et la formation, la présence sur le terrain. Il y a, par exemple, à l'étranger, vous avez des cabinets, comme des cabinets de médecins, des cabinets de podologues, c'est pas de l'esthétique. Deuxièmement, je reviens au niveau des chaussettes. La même chose. Notre pays est envahi par des chaussettes venues de l'Asie et qui sont à 100%
pleines de faites avec du nylon. Déjà rien qu'au toucher, on le sent. Rien qu'au toucher déjà. Mais un vêtement, il doit porter une petite étiquette disant sa composition. Oui. Très importante, et la traçabilité parce que comme tout produit peut porter atteinte à la santé, les chaussettes peuvent porter atteinte à la santé, surtout chez un diabétique. Le pied, vous savez que le corps, il y a des niveaux où il y a des glandes sudoripares, c'est-à-dire des glandes qui sécrètent de la sueur, et d'autres parties du corps où il n'y a pas de glandes sudoripares. Et c'est pour ça que le pied, surtout chez les diabétiques, il développe des champignons, il se dessèche, oui. et ça, des eczémas, ça c'est surtout les chaussettes en nylon. Voilà, les chaussettes en nylon développent. Et on voit souvent, surtout dans les mosquées, des gens assis en train de se frotter d'une façon terrible entre les doigts, intertrigaux, c'est-à-dire entre les plis et tout ça, et ça peut être un truc d'infection. Vous vous frottez à fond, vous avez lésé la peau, la peau qui est une protection, ça sera une porte d'entrée de microbes, et bonjour les dégâts, surtout chez Oui, alors là je viens, c'est très bien, je viens pour conclure à ce qu'on appelle les chaussures sportives. Oui. Ça se développe. Moi, j'aimerais m'adresser aux jeunes et aux téléspectateurs. On voit dans certaines chaînes, surtout étrangères, qui font la promotion de chaussures de sport. Je ne citerai pas les marques de chaussures de sport, présentées par un athlète de renom, un athlète de foot ou de renom. Il ne faut pas oublier que cette publicité, cette chaussure, est faite spécialement selon des normes. C'est le podologue qui s'occupe de ça. Selon des normes, on a des pieds qui sont différents. Ces champions font on leur fait pour la publicité, même pour leur pratique sportive, des chaussures adaptées à leurs pieds, les mensurations du pied, et Dieu sait s'il y a des mensurations. Si vous voyez les données qu'il y a au niveau d'un pied, vous allez rester toute bête. Deuxièmement, la matière dont on a fait cette chaussure, on reviendra à la mauvaise odeur, on va venir. La matière dont est faite cette chaussure de sport qui est présentée à la télé, c'est des matières de haute qualité. Plus que le coton, plus que beaucoup de choses, il y a différentes couches là. Mais ce que les jeunes achètent, ce que les gens achètent, pour ressembler à ce sportif, entraîné par la publicité qui a présenté ce sportif, achètent des chaussures de sport, où il y a l'écriture, le nom de la marque, mais elle n'a absolument rien à voir avec la marque, et on en vient à l'odeur. Pourquoi l'odeur? Parce qu'elle est faite de nylon de bas de gamme, vraiment de bas de gamme, ce qui fait que ça entraîne, on appelle ça une macération. La macération, c'est l'absence d'air et présence d'humidité, ce qui fait qu'il y a une prolifération des microbes. Et c'est comme sous laine, on met la même chose, mettre des déodorants, c'est atroce. Et voilà l'erreur. Il ne faut, quand on fait du sport, quand on pratique du sport, c'est vrai, sur le terrain ou là dans la salle, il y a des fois des salles où ça schlingue, comme on dit. Ah oui, ça c'est vrai. Et là, c'est assez important. Et arrêtez de tomber dans le panneau parce que tel grand joueur de foot ou athlète, je vois, il y a une marque. Une marque, c'est quoi? La marque sur la chaussure que l'on vend disponible pour monsieur et madame tout le monde, ça c'est des lettres qu'on colle. Vous savez, on peut les décoller et ça c'est les ravages. Moi j'appelle les ravages de la publicité qui ont un impact sur la vie de tous les jours et les mauvaises odeurs. Des fois c'est des maisons qui empestent parce qu'on a enlevé. Et pire que ça, il y a des jeunes hommes et jeunes filles qui mettent des baskets sans mettre de chaussettes. Sans mettre de chaussettes. Alors là, Wallah al-Azim, j'ai envie d'aller
à ses pieds et enlever et voir comment qu'elle va rentrer chez elle ou chez lui avec ses odeurs. Donc vous voyez que le vêtement... Et l'état, pas seulement l'odeur, mais l'état du pied lui-même. À la longue, ça va développer un eczéma, ça va développer des champignons, c'est toute cette litanie de pathologies qui va apparaître. Oui, ça c'est... Généralement, on arrive à ce genre de... Ça c'est très grave. Voilà. Ça c'est qu'on a laissé évoluer. Ça c'est un échec de la santé, c'est un échec d'une industrie vestimentaire, c'est un échec d'industrie de la chaussure. J'ai dit, je le répète, il faut une AMM pour les vêtements. Les médicaments, il y a une AMM, c'est-à-dire autorisation sur le marché, parce que ça concerne, ça peut influer la santé. Les vêtements aussi. Au-delà. Il ne faut pas s'émouvoir et s'accrocher quand on voit les défilés de la haute couture, avec des grands noms de la haute couture. On peut faire la même chose, mais avec, des produits à la de base, qualité. c'est des tissus de qualité. Voilà. On peut faire la même chose. La robe du pauvre ou le vêtement du pauvre en prenant du tissu de très très mauvaise qualité et surtout dans notre pays 99,99%. Je vous mets au défi de trouver une chemise ou un truc en coton. Voilà, donc là, encore une fois, on sensibilise par rapport à avoir déjà les réflexes, à avoir un petit peu les étiquettes, de voir les informations les informations, voilà, par rapport à la confection de nos vêtements. En tout cas, merci beaucoup. Et vous voyez que la santé, je clôture, vous voyez que la santé, ça n'est pas parler de la maladie. Maintenant, la santé, c'est expliquer aux gens comment éviter la maladie. C'est pour ça qu'on parle de médecine préventive aujourd'hui, docteur. Très bien. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Docteur, on se retrouve vendredi prochain. Inch'Allah, vous bougerez de ce fauteuil, j'espère. Oui, bon, entre deux. Aujourd'hui, demain, non, mais durant la semaine, oui. Non, mais ma façon de venir, c'est de vous trouver. C'est toujours de me trouver assis ici, effectivement. En tout cas, merci beaucoup, docteur. On se retrouve vendredi prochain, Inch'Allah, pour une autre thématique. Et cette fois-ci, nous allons aller du côté de Ouergla, en compagnie de notre ami Farhat Mouzaoui, lui qui a rencontré une étudiante qui se spécialise en hydrocarbures. Et ça tombe très bien puisqu'aujourd'hui nous célébrons la journée de l'étudiant. Donc Farhat Mouzaoui, bonjour, c'est à toi. Bonjour Alger, bonjour à vous chers téléspectateurs depuis la station régionale de Ouergla. Aujourd'hui à l'occasion du 19 mai, journée nationale de l'étudiant. On aura le plaisir d'accueillir parmi nous une étudiante spéciale, Madame Chenouga Shiraz, qui va nous parler un petit peu de son expérience à l'université de Ouergla et tout ce qu'elle a fait et de son club Learn to Live. Bonjour Madame Shiraz et bienvenue dans notre émission de Bonjour d'Algérie. Merci beaucoup, Monsieur Farhat. Merci pour votre invitation, pour votre considération. Bonjour à tous, bonjour l'Algérie, bonjour à Ouergla. J'espère que vous allez bien. Merci, je vais bien et merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois. Donc aujourd'hui, vous allez un petit peu nous parler de vos 5 ans d'expérience. Vous êtes de la wilaya de Taref et vous êtes venu à l'université de Qasdi Merbah Ouergla. Parlez-nous un petit peu de vos 5 ans d'expérience ici à Ouergla. Je vais me présenter tout d'abord. C'est Chenouga Shiraz de Taref. J'ai 23 ans, étudiante de production des hydrocarbures, enseignante d'anglais et présidente d'un club scientifique à la faculté des hydrocarbures à l'université Qasdi Merbah Ouergla. Donc, j'ai commencé à étudier à la faculté mentionnée en 2018. Après, j'ai obtenu mon bac avec une mention. Donc, j'ai choisi la branche des hydrocarbures, exactement ici. Donc, c'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile de s'adapter au début. Mais après, j'ai fait une solution. Donc, j'avais beaucoup de temps libre. Je faisais une partie à des gens ou bien des personnes qui n'assistent pas aux cours et je n'avais aucune activité à faire, juste assister les TD ou bien les travaux dirigés qui sont obligatoires d'assister. Donc voilà. Donc vous aviez... je cherche une autre chose à faire en même temps.
Donc le temps libre, vous essayez toujours de le remplir, c'est ça? Exactement. Et quelles sont les activités que vous faites dans votre temps libre? Je décidais de m'inscrire à une bourse à distance avec l'université d'Oxford dans la spécialité de l'enseignement de la langue anglaise comme une langue étrangère. Oui. Donc j'ai réussi, alhamdoulilah. Donc j'ai été étudier en parallèle les deux spécialités. Et après 2 ans, j'ai obtenu un diplôme qui s'appelle intitulé TESOL, Teaching English as a Second Other Language, à l'université d'Oxford. C'est étudier l'anglais comme deuxième langue, c'est ça? Deuxième langue. Oui. C'est pas étudier, c'est enseignant. Voilà, voilà c'est ça. Donc après ça, vous avez créé un club LTL, c'est Learn to Live, c'est ça? Exactement. Mais avant la création de ce scientifique club, après que j'ai le diplôme, j'essayais de faire plusieurs et nombreuses autres formations dans les différents domaines, mais j'étais concentrée sur le domaine d'éducation et le domaine des hydrocarbures également, donc les deux en parallèle toujours. Et voilà. Vous aimez un petit peu enseigner? Exactement. Et dans la période de coronavirus, j'avais travaillé comme une formatrice d'anglais à distance. Et après la levée de la quarantaine, j'avais collecté un montant d'argent très important. Qui vous a permis d'ouvrir exactement l'établissement d'enseignement privé au niveau de la wilaya de Tarf. Et après la période de coronavirus, la vie normale est retournée. Donc c'est normal, l'université est retournée aussi. Donc vous êtes revenu à Ouargla. À Ouargla. Et je me trouve face le même problème pour la deuxième fois. Beaucoup de temps libre. Donc j'ai été chercher de quelque chose pour profiter de ce temps. Et j'ai décidé de faire quelque chose pour partager les expériences ou bien les informations et tout ce qui a pris dans la période précédente, donc la période de coronavirus. Et c'est né l'idée du club scientifique. Donc, quand vous étiez à Tarf, vous étiez déjà une commerçante avec votre père. Exactement. Donc c'est pour ça que je pense que vous n'aviez pas beaucoup de temps libre. Donc quand vous êtes venu ici à Ouargla, vous avez eu beaucoup de temps libre et vous avez essayé d'exploiter ce temps-là. Exactement. C'est ça qui vous a permis de créer beaucoup de choses, je pense. Exactement. Et quels sont les conseils que vous pouvez donner aux étudiants qui ont ce temps-là, mais ils ne savent pas l'exploiter? Profiter le maximum de leur temps libre, c'est ça. Oui. Et essayer de développer ses compétences, spécialement les compétences personnelles qu'on appelle en anglais, toujours l'anglais, soft skills or intrapersonal skills. Yes. Donc, comme les compétences de communication, de présentation, les compétences d'administration par exemple, elles sont des compétences vraiment complémentaires. C'est bien un petit peu de trouver une occupation durant le temps libre. Vous avez fait déjà un concours où vous êtes classés les premiers normalement entre 7 pays. On va voir un petit peu quelques images du club et du concours que vous avez fait. En parallèle, vous allez nous parler un petit peu de ce concours que vous avez fait en Indonésie normalement. Exactement, oui. Parlez-nous un petit peu de cet événement. Avant le concours ou après? Avant et après. C'était On est en train de voir un petit peu les images avec vos collègues. Donc, parlez-nous un petit peu de ce travail. C'est un travail d'équipe normalement. Exactement. J'ai réalisé avec mon groupe plusieurs activités d'éducation toujours. Donc,
On a réalisé les cours d'anglais général, les cours d'anglais d'administration, ou bien le business English, anglais technique dans le domaine pétrolier, des conférences techniques, des conférences de artificial intelligence, l'intelligence artificielle, et des conférences de start-up, l'accompagnement des étudiants qui vont faire leur propre projet. Et c'est tout. Donc vous essayez toujours des projets éducatifs. Oui, et vous essayez toujours de partager un petit peu votre expérience avec exactement. Avec les autres. C'est bien. Et quelles sont les difficultés auxquelles vous étiez confrontés durant tous ces événements et durant tous ces startups que vous avez organisés? Un petit peu un manque d'organisation. Oui. Parce que les étudiants restent toujours, ils ont un manque des compétences personnelles, les compétences d'organisation. كيما واحد منهم يعني أكثر واحد أنهم عندهم manque d'organisation et aussi le manque de sponsors. C'est ça, c'est tout. Donc, mais le travail d'équipe est toujours présent. Toujours présent. Étant fille, vous n'avez pas de problème dans ce côté? Non, du tout. C'est bien. Parlez-nous un petit peu de l'événement que vous avez fait pour un petit peu comprimer le CO2 au niveau de la roche, c'est ça? C'était le projet avec lequel vous avez eu la première place. Oui. Parlez-nous un petit peu de ça. C'était une compétence en Indonésie. Il y a 200 pays participés. La compétition intitulée International Petroleum Festival 2023. Donc il y a des éditions 2022, de 2022, 2023, etc. Donc en 2023, le thème était Well Design, ou bien le design d'un puits qui permettre l'injection et le stockage de CO2 pour améliorer la production du brut ou bien des hydrocarbures et aussi protéger et préserver l'environnement. Donc le CO2, au lieu de disperser en atmosphère et fait causer de la pollution d'air, donc il fait beaucoup plus mieux de filtrer et de stocker dans la roche réservoir pour pousser les bruts et améliorer le taux de la production. Donc c'est un petit peu améliorer le temps de production et un petit peu protéger l'environnement. Exactement. Vous avez plusieurs buts futurs. Vous allez nous parler de ça juste après. Vous connaissez un petit peu Wurgla? Un petit peu. Oh. Bien 3 places. Ah. Maximum. C'est bien. Donc on va découvrir ensemble un petit peu Wurgla avec des images de drones que Nawal Shadi va nous lancer. Et on revient juste après pour parler un petit peu des buts futurs que vous avez. D'accord? D'accord, merci. Allez.
Et voilà, un petit peu Ouargla. Vous ne connaissez pas ces lieux? Non, Ah j'ai bon? jamais vu ça. Qu'est-ce que vous connaissez à Ouargla? Catchement. Des restaurants. C'est tout. C'est déjà bien. Donc, qu'est-ce que vous allez un petit peu nous parler, donnez-nous un petit peu les buts futurs que vous avez en tête. Parlez-nous un petit peu de ces buts, qu'est-ce que vous voulez faire prochainement, Inch'Allah. Beaucoup de choses. Comme Inch'Allah. إذا ربي رزقني bien sûr un travail dans le domaine technique avec le diplôme de la production d'hydrocarbures, oui. ingénieur, Inch'Allah. Inch'Allah. Et je vais concentrer beaucoup plus sur le domaine d'entrepreneuriat. Oui. Je veux être parmi les grands entrepreneurs ici en Algérie. Inch'Allah. Et mon principal objectif est d'être la première millionnaire de ma famille. Ah bon? Ouais. Ah ben c'est bien. Inch'Allah. On vous souhaite plein de réussite, Madame Sheraz. Vous aviez eu beaucoup de défis que vous avez surmontés, à commencer par votre famille normalement. Ouais, Ils ne croyaient pas vraiment en vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire à votre papa dans l'émission de Bonjour Algérie? Je lui dis mon succès. Aussi, il est encore petit, mais ma famille, et mon père spécialement, et mon soutien, vraiment. Oui. Donc, je les remercie tous. Ma mère, mon père, mon frère Kaiser et mes sœurs Taqwa Vrada. Et aussi mes amis. C'était un petit peu votre Mes amis, soutien. Ils jouent Badia, Aya, Hajar, Manel, ils jouent un grand rôle dans le succès. Et ils m'encouragent toujours. Même si je suis غلطة, ils m'encouragent toujours. Toujours. Donc, un dernier conseil pour les étudiants et les personnes qui veulent un petit peu faire un projet et hésitent encore. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? Il faut s'adopter l'auto-éducation et essayer de développer leur-même avec des formations ailleurs, donc profiter de l'expérience des autres, essayer aussi de partager ses connaissances pour corriger les fautes, et c'est ça, et profiter le max de leur temps vide, c'est tout. C'est Donc, le secret. c'est profiter du temps libre. Surtout au niveau de la vie universitaire. Oui. Les plupart des gens n'assistent pas aux cours. Oui. Je sais ça très bien. Donc, t'idée une fois ou bien 2 fois par semaine, et leur temps est vide juste pour dormir, peut-être Chatter. dans la cité Oui. universitaire, c'est tout. Donc, il faut profiter Donc, le secret, max. tout simplement, on peut dire que le secret de la réussite, c'est de profiter au maximum de son temps libre, c'est ça? Est basé sur les compétences personnelles, l'équipe m'a la soft skills. D'accord. Ils sont nécessaires et complémentaires pour leur vie professionnelle. Eh ben, on vous souhaite à notre tour plein de réussite, Madame Sheraz. Merci. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci. Ça fut un énorme plaisir de vous avoir et d'avoir une jeune étudiante qui a réussi dans ces différents domaines, l'enseignement et un petit peu l'entrepreneuriat et le domaine pétrolier. Donc je vous souhaite plein de réussite. Un dernier mot peut-être? Je veux juste remercier mon bras droit, le superviseur de club LTL, qui joue un très grand rôle dans la réalisation et le succès du club أول عام, Ayman Telli. Et aussi un merci spécial pour mon bon exemple de vie, mon professeur et mon soutien, Monsieur Mohamed Zoher Badawi. Ah, c'est un ami à moi. Oui, je sais. Donc merci encore une fois, Sheraz. Quant à moi, chers téléspectateurs, je vous dis à très bientôt pour une autre émission depuis la station régionale de Ouargla. Et je vous laisse.
Merci beaucoup Farhat, tu étais avec nous à partir de Ouargla et justement Farhat aujourd'hui a reçu une étudiante en hydrocarbures. On a vu un petit peu l'engagement des étudiants encore une fois pour la promotion de plusieurs projets. Les étudiants on en parle aujourd'hui, on parle de l'engagement et des engagements des étudiants vis-à-vis du pays, vis-à-vis de la libération du pays. On va ouvrir une page d'histoire en votre compagnie ce matin puisqu'aujourd'hui nous célébrons la journée nationale de l'étudiant qui correspond au 19 mai. Nous allons aller du côté de 1956 en compagnie de notre invité, à savoir Sami Kaïdi. Sami, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci pour votre invitation. Quel plaisir. Plaisir partagé. Alors Sami, journaliste au niveau du quotidien Al-Moudjahid. Tout à fait. Rappelons que le quotidien Al-Moudjahid est aussi historique puisque c'est le premier quotidien. Et le doyen de la presse nationale. Et le doyen de la presse nationale, effectivement, donc en langue française, francophone. Voilà. Ouais. Alors, Sami, aujourd'hui, en votre compagnie, nous allons revenir sur cette journée qui a quand même marqué un tournant décisif dans l'histoire de l'Algérie. Donc, ce sont plusieurs centaines d'étudiants, de lycéens qui ont répondu présents finalement à l'appel de l'UGMA. Parlez-nous un petit peu du contexte finalement de l'organisation de cet appel. Alors l'organisation se caractérise par la multiplication de la répression des forces coloniales contre le peuple algérien dans son ensemble. Quelques mois avant cette date phare, il convient de signaler que l'oppresseur, le colon français, s'attaquait de plus en plus à des étudiants, les assassinant, etc. Du coup, le 19 mai 1956 constitue une date vraiment décisive, comme vous l'avez rappelé. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que le 19 mai 1956, l'élite intellectuelle de l'Algérie rejoint le combat libérateur pour l'indépendance, pour l'autodétermination du peuple algérien. Et là, c'est une date phare de la glorieuse révolution de novembre 1954. Car l'élite, la matière grise du pays, plusieurs centaines, comme vous l'avez évoqué, on parle même de 400, quasiment 400 étudiants avec des lycéens qui ont tenté de rejoindre le front au niveau de la Wilaya 4 historique, ce qui est quand même un peu un chiffre important. Et ces étudiants, cette matière grise joue un rôle essentiel. Pourquoi ? Parce que si je peux me permettre de rappeler une phrase de Malcolm X, il avait dit à son époque que l'éducation est un passeport pour l'avenir, car demain appartient à ceux qui s'y préparaient dès aujourd'hui. Donc effectivement, l'éducation qui tombe à pic d'ailleurs, Sami. Et l'éducation qui est fondamentale. Oui. Sans matière grise, on ne peut rien faire. Alors justement, Sami, dans ce contexte, il faut dire, parce que là on parle d'engagement, on parle d'engagement de jeunesse, on parle d'engagement d'étudiants. Il faut dire que ce sont des étudiants qui ont déserté les bancs de l'université, qui ont déserté les bancs du lycée. Donc finalement, pour mettre en valeur finalement tout cet engagement, tout, j'ai envie de dire, l'amour du pays, de la patrie, la soif de voir l'Algérie indépendante. Donc finalement, c'est un rêve qui a été, j'ai envie de dire, qui a été interrompu. C'est une carrière qui a été interrompue parce que là, les étudiants ont déserté, ont laissé de côté leurs études, ont abandonné leur avenir pour l'avenir de l'Algérie. Donc là, c'est vraiment j'ai envie de dire, un gros sacrifice, mais vraiment, j'ai envie de dire, magnifique pour le pays. Tout à fait. Et si on revient à de nombreux témoignages historiques, ces derniers nous rapportent que ces étudiants algériens, souvent affiliés à l'UGMA, qui était l'Union générale des étudiants musulmans algériens, rapportaient que il n'y a aucune vie sans liberté. À quoi bon étudier, à quoi bon apprendre si nous n'étions ni libres, on était opprimés par un colon qui tentait de détruire notre peuple, son histoire, sa civilisation, etc. De toute façon, même, pardon Sami, si on revient au témoignage, même si on étudie, même si on réussit, on est toujours marginalisé. Nous sommes toujours ces autochtones qui n'ont pas la priorité à quoi que ce soit, qui n'ont pas accès à quoi que ce soit finalement. Et qui n'auront le droit de citer nulle part. Et cette action révolutionnaire, si je puis dire, a eu deux objectifs. Enfin, a eu deux conséquences. La première, c'est de casser la propagande du colon français, qui était de dire que la glorieuse révolution de novembre ne concernait pas les intellectuels, etc. Et a permis, soit 2 ans quasiment après le déclenchement de la glorieuse révolution, à internationaliser davantage le combat libérateur de notre peuple. Alors, justement, ensuite,
on va dire que parce que là, on parle de 1956, donc il y a quand même une grosse pression, on va dire, sur les rangs du FLN à ce moment-là, parce que on parle de 2 ans après le déclenchement de la révolution, donc il y a une pression terrible, on va dire, sur les Moudjahidines qui ont rejoint le maquis. Donc finalement, quel a été l'impact sur la poursuite et la suite, donc finalement, du combat libérateur? Je parle du moral déjà des Moudjahidines sur le maquis, je parle du moral des citoyens algériens qui étaient en ville, qui eux aussi finalement étaient réprimés, qui eux aussi étaient oppressés par la colonisation française. Alors il faut savoir que cet événement arrive un petit peu avant les événements d'août 56 oui. aussi, et sont dans une certaine mesure un prélude à cet événement-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a contribué à augmenter bien entendu le moral des troupes, mais aussi de la population algérienne, qui a vu que voilà, tous les pans de la société, de l'Algérie, rejoignent ce combat pour la libération de la patrie. Et il convient de signaler que les effets de mai 56 se sont déroulés toute une année, parce qu'il y a eu un accrochage une année plus tard, en 57, où le Moudjahid et le Shahid, donc si Zoubir, est tombé au champ d'honneur avec 27 lycéens qui ont rejoint d'ailleurs le maquis lors de cette grève. Donc il y a eu toute une année aussi la continuité un petit peu de cet événement-là, qui n'a pas duré qu'une seule journée, hein, parce que de la grève, ils ont déserté, comme vous l'avez précisé avant, les bancs des universités, des lycées, pour rejoindre le maquis et rejoindre tout simplement Voilà, mais sinon, ils avaient cette conscience que aller donc, j'ai envie de dire, prendre les armes, aller aux côtés du FLN, ça pouvait leur coûter la vie, ça pouvait aussi leur faire vivre des tortures. Là, on évoque Talba Abdelrahman aussi. Et justement, tous ces étudiants qui sont tombés au champ d'honneur, qui ont sacrifié leur vie pour la libération du pays, aujourd'hui, on retrouve tous leurs noms d'ailleurs dans la stèle qui se trouve aujourd'hui au niveau de la fac centrale de l'université d'Alger, effectivement. Et là, donc, il y a une stèle qui leur rend hommage finalement. Donc il y a finalement cette conscience. Pourtant, ils étaient tout jeunes. Hein, donc, c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que la conscience de notre peuple était générale, du felleh à l'étudiant, en passant par les mères au foyer, etc. Les enfants aussi. Les enfants. Donc là, il y a eu une conscience générale et absolue, et notre révolution était populaire avec un grand P. Voilà, effectivement. Dans la mesure où elle a englobé tous les pans de l'Algérie. Voilà, toutes les franges de la société, effectivement. Là, il me vient à l'esprit Mourad Ben Safi aussi, tout jeune, tout petit, donc qui a aussi donné sa vie pour la libération du pays. Donc là, c'est un combat, effectivement. Le petit Omar, oui, effectivement, le petit Omar. Donc, effectivement, donc, ce sont c'est quand même, encore une fois, un engagement, un sacrifice qui a été couronné par l'indépendance de l'Algérie en 1962, donc le 5 juillet 1962. On peut parler donc vraiment que cette révolution a été réellement couronnée par cette indépendance, mais sinon l'engagement continue. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde a consenti au sacrifice suprême en abandonnant ses proches, ses enfants, son épouse, ses études. Ses affaires aussi, parce que beaucoup de nos glorieux moudjahidines avaient des commerces, etc. Tout le monde a consenti au sacrifice suprême. Voilà, finalement, tout le monde croyait à cette indépendance. Alhamdoulilah, on y est arrivé. Mais finalement, là, donc une fois l'indépendance proclamée le 5 juillet 1962, là, c'est un autre engagement. Parce que l'engagement ne s'arrête pas là, finalement. Là, ce sont d'autres enjeux, ce sont d'autres engagements. Donc, 1962, on se retrouve avec plus de 90% de la population analphabète. On se retrouve avec un pays complètement détruit, avec une économie... moins de 200 diplômés. Voilà, moins de 200 diplômés, comme vous le dites si bien, aussi avec une économie complètement détruite. Et donc là, c'est un autre engagement. C'est vraiment la reconstitution du pays. Et donc là, c'est un autre engagement de la part de l'élite, de la part de cette matière grise, de la part de ces intellectuels, n'est-ce pas? Et c'est un engagement social aussi, parce que l'Algérie indépendante a décidé d'octroyer à ses concitoyens une éducation gratuite. Et ça, je tiens à le rappeler, parce que de nombreuses nations aujourd'hui font payer les études à leurs enfants. Et ça, c'est une chose qui nécessite... C'est tout le cursus qui est gratuit. Tout à fait. Donc, cursus scolaire et cursus universitaire. Exactement, de l'école primaire jusqu'au banc de l'université. Et aussi un saut qualitatif notoire.
Lorsqu'on sait qu'à l'indépendance, ou même au début des années 70, il y avait à peu près 1000 étudiants, et qu'aujourd'hui, en fait, la dernière année universitaire, donc 2021-2022, plus de 1,7 million d'étudiants étaient inscrits sur les bancs de la fac algérienne. Ce qui est quand même impressionnant et qui nous réjouit et nous satisfait. Oui. Et il y a aussi une montée qualitative parce que l'université algérienne d'aujourd'hui, c'est des pôles d'excellence, c'est beaucoup d'écoles nationales supérieures, que ce soit en mathématiques, en intelligence artificielle. Et ça, on doit le rappeler, on accueille aussi de nombreux étudiants africains qui sont nos frères et qui sont le bienvenu chez nous parce que voilà. Ça rentre vraiment dans le j'ai envie de dire, dans le renforcement des relations entre les pays. Historique d'ailleurs, parce que l'Algérie a toujours été une nation panafricaine et qui a défendu le continent africain sans attendre rien en retour. Et d'ailleurs, on le dit que l'Algérie est le pays des révolutionnaires parce que l'Algérie a quand même formé plusieurs révolutionnaires dans le monde. Nelson Mandela, par exemple. Tout à fait. Et c'est très bien que vous citez la citation d'Amilcar Cabral, qui avait dit que les chrétiens partent en pèlerinage au Vatican, les musulmans à la Mecque et les révolutionnaires à Alger. C'est pour ça qu'on l'appelle la Mecque des révolutionnaires, d'ailleurs. Voilà, en tout cas, Sami, merci beaucoup à vous d'avoir été parmi nous ce matin. Vraiment un plaisir de partager ce moment. Voilà. Et donc, vous faites partie de ces jeunes qui s'engagent encore une fois pour Tout à fait. Nous sommes le pays. Que la continuité de nos aïeux. Effectivement. Et donc, je rappelle, vous êtes journaliste au niveau du quotidien El Moudjahid. Vous vous occupez donc des affaires internationales et aussi de l'histoire. Parfait. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Sami Kaïdi, d'avoir été parmi nous ce matin et d'avoir ouvert cette page historique en notre compagnie. Merci beaucoup, Sami. Donc, restons toujours avec les étudiants qui continuent encore une fois leur engagement. Cette fois-ci, nous allons aller du côté des étudiants vétérinaires, eux qui ont lancé un projet, un appel à différents projets au niveau des étudiants afin d'apporter des solutions intelligentes. Et bien, Sami Abouarour, notre ami, s'est déplacé à leur niveau et est revenu avec ce reportage que je vous laisse voir. On se retrouve juste après en leur compagnie d'ailleurs. L'École nationale supérieure de vétérinaire d'Alger, un nid pour la recherche et l'innovation, notamment après la mise en place d'un incubateur pour accompagner les porteurs de projets à créer leurs entreprises innovantes. Ces idées-là sont là depuis 2012 au sein de notre école et on travaillait en collaboration avec plusieurs écoles. Donc on a adopté même des formations pour la pré-incubation. Malheureusement, on n'avait pas l'incubateur. Maintenant qu'il y a un cadre légal, un cadre réglementaire qui a été établi par le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère des startups, on a plus de facilité à accompagner ces porteurs d'idées innovantes, les porteurs de projets, comme vous le voyez à l'arrière-plan, qui ont été sélectionnés grâce à leurs idées innovantes. Et là, donc, ils sont en train de finaliser leurs idées innovantes pour qu'ils puissent établir un modèle économique et puis créer leur vraie entreprise. Les projets candidats sont sélectionnés par le comité de sélection de l'incubateur en fonction de leur degré de maturité, de leur lien avec la recherche et leur potentiel économique. Le cas de Younes, Melissa et Abderrahman qui ont proposé des idées innovantes dans leur spécialité de futurs vétérinaires et chercheurs. L'idée est que je place une biopuce sur les juments plutôt. Pour l'instant, c'est sur les juments. On sait que la période d'ovulation chez la jument, parce que généralement, que l'éleveur de la jument ne sait pas que le temps précis de cette période. La problématique, c'était la cherté de la viande blanche, du poulet. Et la cherté de la viande blanche, donc elle est due à la cherté de la ration alimentaire de la volaille. Et puisque la farine de poisson, elle fait partie de l'alimentation de volaille et elle est importée, donc elle coûte cher. Donc on a pensé à faire une production locale, donc pour diminuer le coût. Élaborer un anticoagulant naturel. Notre projet FDB, il est indiqué pour les animaux, mais
avec le temps, on peut faire des recherches et bien contacter des élites et des experts en domaine médical humain pour développer le médicament pour être indiqué pour les humains. Accompagner les porteurs de projets innovants et faire émerger leurs compétences pourra se faire grâce à un coaching de qualité, la mise en place d'une logistique adéquate et un encadrement qui va même à la façon de gérer leur stress. Là, vous serez plus détendu, d'accord? Donc, inspirez. Nos étudiants, quand ils sortent de l'école vétérinaire, ils doivent avoir des outils pour réaliser leur propre projet de création d'entreprise ou bien pour l'insertion professionnelle. Ils s'arment avec des outils qu'on leur apprenne. Cette année, on a eu des étudiants de première année et qui sont venus avec des idées très très intéressantes. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils vont continuer pendant des années ici, jusqu'à ce qu'ils terminent, et c'est sûr qu'on va sortir avec quelque chose, ils vont sortir avec quelque chose d'intéressant en termes de formulation, d'aboutissement de leur idée, et créer carrément leur start-up. L'Algérie a franchi de grands pas en matière de projets innovants, surtout que le nombre d'incubateurs a grimpé de 14 à 60 entre 2020 et 2023 à travers tout le territoire national. Les statistiques parlent de plus de 5000 start-up recensées, dont 1100 ayant obtenu le label start-up ou celui de projets innovants. L'Algérie envisage la création d'1 million de start-up en 2023. Et de retour sur le plateau, c'était donc l'événement organisé par Incube Vert. On en parle à présent en compagnie du responsable de l'Incube Vert, à savoir professeur Ali Lamara. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Marhaba bikoum. Et bien entendu, les participants à ce projet sont parmi nous, à savoir Serbah Melissa. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et parmi nous également Salim Boukerbous. Salim, bonjour. Bonjour. Étudiant et aussi participant à ce projet. Voilà. Alors, professeur, je commence par vous. Donc là, c'est Incube Vert. Mais Incube Vert donc, fait beaucoup pour les étudiants, pour la promotion des étudiants, l'accompagnement, la formation aussi. Mais il faut dire que c'est une mission que vous vous êtes attelé, on va dire, depuis quand même quelques années. Ah oui, effectivement. Donc, c'est pas nouveau pour nous au sein de l'école. On applique un programme de promotion de l'entrepreneuriat, une politique qu'on mène depuis 2012. Et ce qui fait que chaque année, on avait des promotions de 15 étudiants. Et on faisait partie d'un réseau de différentes écoles. On était une dizaine d'écoles, et ce qui fait qu'on sélectionnait des étudiants et on les accompagnait dans leurs projets. Donc, je présentais des projets et on les accompagnait avec des opérateurs économiques, avec des financiers, etc., avec des experts, quoi. Et ce qu'il y a, c'est qu'à la fin, ils restent livrés à eux-mêmes. C'est-à-dire que... C'est toujours la question qu'on se pose. Hein. Donc, une fois arrivé à terme, qu'en est-il ? Depuis 2012 qu'on fait ça. Donc, chaque année, jusqu'à 2017, 18, 10 ans, même 2019. Et après, il y a eu la Covid, ce qui fait que ça nous a freinés. Et pas que nous, d'ailleurs. Tous les secteurs, d'ailleurs, à travers le monde. Ce qui est nouveau maintenant, c'est que l'État, à travers l'enseignement supérieur de notre tutelle, nous permet d'accompagner encore plus ces porteurs de projets grâce à l'incubateur dont je suis responsable au sein de mon école, l'École nationale supérieure vétérinaire. Et donc, au lieu qu'ils partent avec leur projet, avec leur idée, et après, chacun fait ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire que généralement, ils se font recruter facilement parce qu'ils sont outillés dans le monde professionnel. Il y en a qui continuent leurs études, et généralement en France, enfin plutôt ailleurs, à l'étranger. Et là, c'est que grâce à l'incubateur,
on va leur dire non, ne partez pas, essayez de rester ici, on a les moyens pour vous accompagner. Et c'est ce qui se fait d'ailleurs en ce moment, à travers ce projet même que vous avez mis en place. Probablement, vous allez nous présenter le projet. Tout à fait. Donc, justement, alors cet incubateur, il vient d'être inauguré par le ministre, professeur Badari, donc le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et donc, il nous donne le là, si vous voulez, pour commencer à travailler avec ces porteurs de projets. Et les porteurs de projets, récemment, on a lancé un Startup Weekend qui a duré 54 heures, et non-stop, hein, ça veut dire pas de possibilité de dormir. Et ça n'a pas été facile. Pour la bonne cause, allez, pour la bonne cause. Voilà. Et d'ailleurs, quelques porteurs de projets sont là. Et donc, on a classé, il y avait quand même 10 projets. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, si vous permettez. Vous avez fait comment avec le sommeil? C'était difficile, mais voilà, normal. Le soupir, il veut tout dire. On a un peu s'adapter, faire des petites siestes de temps en temps. Ah bah allez. Oui. Ils s'arrangent bien, les étudiants. Ah ben oui, ça s'arrange bien, bien sûr. On faisait semblant de ne pas voir. Voilà. Mais le but, c'était travailler en groupe et surtout d'endurer. Parce qu'un chef d'entreprise, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a de l'endurance. C'est ça. Il a son projet, il y tient, il essaie de trouver des solutions. Comme on dit, vous avez des problèmes, nous avons des solutions. Et là, la solution n'est pas facile à avoir et à trouver, ce qui fait qu'il se dresse en face de lui des obstacles, et lui, il est là pour les éliminer, pour pouvoir avancer. Et c'est ça, un entrepreneur. Donc, on essaye de les mettre dans ces conditions-là pour atteindre un objectif donné. Voilà, alors justement, c'est ce que vous essayez de faire. Donc, pour ce projet-là que nous avons vu d'ailleurs à travers le reportage de notre ami Samia Bouharour, ça a été donc un projet donc, de l'incubateur. Quelles étaient un petit peu les exigences, les demandes ou quelles étaient les solutions avec lesquelles ils devaient venir, les participants? En fait, pour l'instant, parce qu'il faut savoir, il y a ce qu'on appelle un arrêté, le 1275 du ministère de l'Enseignement supérieur, qui dit que voilà, tout étudiant porteur de projet de fin d'études qui peut être érigé en modèle économique puis en start-up, va recevoir un label. Une fois que c'est labellisé, il peut intégrer l'incubateur. Pour l'instant, on est à l'étape du prototypage, c'est-à-dire qu'ils ont des projets qu'on vient de déceler et on va essayer de les accompagner. On est dans la pré-incubation. Et d'ici la fin de l'année, normalement, ils devraient donc poursuivre, parce qu'en même temps, ils ont des examens, ils ont leur projet de fin d'études, le projet de master, etc. Donc, c'est pas évident. Ça rentre dans l'endurance, tout ça. Hein. Ah, c'est ce qu'on veut, nous. C'est ce qu'on essaie de leur inculquer. C'est l'endurance. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que, après, c'est une commission qui vient du ministère et qui va labelliser ce projet. Donc, ils sont en train d'affiner un petit peu, d'affûter un petit peu leur projet de façon à ce qu'il soit labellisé. Et c'est ça le but. Alors justement, Mélissa, je commencerai par vous. Alors, votre solution, votre projet consiste en quoi? En fait, c'est la production de farine de poisson, mais on a commencé par une problématique. Alors, la farine de poisson, elle est destinée à quoi? Elle est destinée pour l'alimentation de volailles. Très bien. Ouais. Donc, vous avez commencé par une problématique, c'est ça. Donc, on sait tous que il y a un problème de cherté de la viande blanche, du poulet. Donc, et cette cherté, elle est due aux chertés de l'alimentation de volaille. Et justement, la farine de poisson, elle fait partie de cette ration alimentaire. Donc, elle est importée et elle coûte cher. Donc, on a pensé, pourquoi pas ne pas faire une fabrication locale de la farine de poisson à partir de viscères de poisson frais. Et en même temps, on aura un coproduit, c'est l'huile de poisson. Donc la farine de poisson, elle va être destinée pour la ration alimentaire du volaille et l'huile de poisson qui va être un coproduit destiné aux industries parapharmaceutiques, cosmétiques, car il y a beaucoup de bienfaits. Donc c'est un anti-rides, c'est un hydratant, même pour les douleurs d'arthrite. Donc d'un côté, il va y avoir une diminution de l'importation et diminution du coût. Et d'un autre côté, c'est un recyclage de déchets. Donc, ça répond à l'un des objectifs de développement durable. Exportation par la suite, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Faut voir grand.
Oui, bien sûr. Mais on commence par une production locale. Voilà. Après, oui, pourquoi pas ne pas viser d'autres. Pourquoi pas. Alors, où est-ce que vous en êtes dans votre projet? Pour le moment, on travaille sur l'idée. Très bien. Oui, donc il faut... Donc d'ici la fin de l'année, on aura probablement une première production? Inch'Allah. Non, pas, mais je... dites Inch'Allah, pourquoi pas? Mais Inch'Allah, pourquoi pas, ouais. On parle d'endurance depuis tout à l'heure. Bien on sûr. parle, n'est-ce pas? Mais ça vous n'avez prend pas dormi 54 heures. Effectivement, mais ça prend un peu du temps. Donc il faut travailler plus. Il faut bien peaufiner les choses, effectivement. Ouais. Sinon, Salim, aussi, vous avez un autre projet, que vous avez une autre solution que vous avez proposée? Oui, notre projet Hakma, c'est une biopuce qu'on injecte pour la jument. Ça résout un problème très répété dans l'élevage des chevaux. C'est que la jument, on ne peut pas savoir le moment d'ovulation spécifique. Pendant 21 jours, on a une petite fenêtre pour inséminer notre jument. Et cette fenêtre, elle est très fréquemment ratée par l'éleveur ou par le vétérinaire. Notre puce, ce qu'elle fait, elle détecte cette ouverture, elle détecte l'ovulation de la jument, ce qui nous donne le moment précis où on doit l'inséminer. Ça résout un énorme problème dans l'élevage des chevaux. Technologie au service de la production. Oui, c'est une technologie qui est simple aussi. Ça se fait uniquement par une application téléphone. Très bien. Et vous en êtes où dans votre projet? On est toujours en train de travailler sur les modèles et on est toujours en train de faire le plan économique du projet. Je suis très pressée. L'application, on l'aura d'ici à la fin de l'année? Je suis pire que vos profs, finalement. Inch'Allah, on va faire de notre mieux pour réaliser le projet le plus vite possible, mais en même temps de le perfectionner. Inch'Allah. En tout cas, on espère... on vous souhaite plutôt beaucoup de réussite. Et beaucoup de persévérance. Merci. Surtout parce qu'on parle de persévérance. Donc on se reverra probablement d'ici la fin de l'année pour avoir des retours sur vos projets. Avec plaisir. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup à vous. Donc on voit encore une fois un bel exemple de réussite de nos étudiants, de leur engagement. Surtout, en tout cas, merci beaucoup à vous, professeur Ali Lamara, d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle, vous êtes professeur au sein de l'école déjà et vous êtes responsable de l'incubateur Incubevert. Merci beaucoup à vous, Mélissa Serbah, et aussi à Salim Boukelbous. On vous souhaite beaucoup de belles réussites dans vos examens, surtout pour bientôt, n'est-ce pas? Merci à vous. En tout cas, on continue cette fois-ci. Nous allons nous intéresser à un instrument très particulier, très répandu dans le sud algérien. Il s'agit de l'imzad et c'est Sophia Chouban qui nous le fait encore une fois découvrir et écouter et apprécier surtout ses sonorités. On se retrouve juste après. C'est dans l'immensité de l'Agar que les femmes touaregs s'adonnent à la fabrication de l'imzad. C'est un instrument plus que séculaire dont la coque est constituée d'une demi-calebasse recouverte d'une potanée en cuir, traversée d'un bâton faisant office de manche où est attachée la corde émettrice de son où la parole est au doigt. Le processus de la fabrication de cet instrument musical très ancien se transmet de mère en fille. Ressuscité ces dernières années grâce au mouvement associatif et l'aide précieuse de l'État, l'imzad a repris vie et a été inscrit comme patrimoine universel par l'UNESCO en 2015. La musique des Touaregs gagne du terrain grâce à l'imzad. Cette musique chante l'amour pour toi, l'honneur à un guerrier, la paix en Algérie, le mariage et la joie.
Pour l'heure, le genre musical tendi, très apprécié, a attiré un grand public. Et incontournable ambassadeur de la chanson des hommes bleus demeure Ahmed Bali, né en 1953 à Janet, est disparu de façon tragique en 2005. Amin, 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 Allah. Leader de la musique touareg, Ahmed Bali a donné un souffle exceptionnel à la musique du terroir, au-delà des frontières. Amin, 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 Allahu amin, 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 Allahu amin, 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 amin. Et de retour sur le plateau, c'était donc l'IMZAD et c'est Sophia Choubad qui nous en a parlé dans ce reportage. À présent, nous allons parler de patrimoine à travers la collection, puisque nous avons un fervent collectionneur parmi nous ce matin. Il s'agit de Rachid Nazef. Bonjour Rachid. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Alors Rachid, vous êtes un fervent collectionneur. Alors paraît-il, vous collectionnez tout, ou du moins tout ce qui a une valeur. Tout ce qui a une valeur pour l'Algérie, oui. Pour l'Algérie. Dans le sens historique. Ça veut dire toutes les périodes qui peuvent nous identifier et nous faire connaître. Alors j'imagine, comme chacun d'entre nous, vous avez commencé avec une collection philatélique? Bien sûr, bien sûr. Des timbres à 6-7 ans, grâce à ma présence en Algérie, à ma famille, à mes amis. Qu'est-ce qui a fait finalement que vous êtes intéressé au timbre au début? C'est les images, les couleurs? C'est ça. Il y a le côté bande dessinée et il y a le côté multiple. Et on a l'impression, quand ils sont à côté, qu'on est devant un puzzle qu'on doit reconstruire. Et on se dit, mais comment on commence? Et en fait, il n'y a pas de... On ne peut pas le construire. C'est une suite d'événements et d'histoires. Voilà. Et après, ça vous a ouvert la porte finalement vers d'autres objets qui racontent, encore une fois, l'histoire de l'Algérie. Bien sûr, ouais, bien sûr. Après, forcément, on s'intéresse à l'affiche, on s'intéresse de cinéma, de publicité. On s'intéresse aux produits locaux dans tout ce qui est sélecto, ou des choses à symbole fort. Et après, on s'intéresse aux artistes qui représentent et qui portent le drapeau. Et on s'intéresse aux musiciens parce que c'était des petits groupes d'intellectuels. Voilà. Alors Rachid, ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous collectionnez, oui, mais pas que. Au fait, pour vous, une collection, c'est pas seulement glaner ou ramasser comme ça des objets et les laisser dans un coin à la maison, mais c'est vraiment les faire valoir. C'est vraiment faire toute une promotion de toute une histoire, de tout un patrimoine, de tout un peuple, finalement, à travers les objets que vous collectionnez. Vous savez, moi, je vis en France, je suis né en France, et j'ai jamais eu une vraie place. Je suis nos-nos. Alors, trouver sa place pour se construire, devenir un père, devenir un mari, devenir tout ça, c'est compliqué. Savoir pourquoi on va à l'école, quel travail on va avoir. Quand on n'a pas de repères, c'est compliqué. Alors, le fait d'avoir ces objets, c'est me donner une histoire, appartenir à une histoire. On peut parler d'identité? Et d'identité plurielle, c'est parce qu'on a des Chaouis, on a des Kabyles, on a des Mzabi, on a une grande communauté algérienne, nationale, mais très diversifiée, effectivement. Très diversifiée. Donc, qui suis-je, où je vis? Donc, il faut que je trouve ma place. Et pour trouver ma place, j'ai besoin d'un objet, mais j'ai besoin d'un objet au-delà de mon drapeau qui me donne des suites logiques, comme ces fameux timbres où il y a ce puzzle. Voilà, effectivement. Alors là, Rachid, nous étions en train de voir quelques images de vos objets. Je ne sais pas si on peut les revoir. Vous pourriez peut-être nous les commenter. Elles vont apparaître juste à l'écran. Alors voilà, nous avons la première image. Ça, c'est un peu... Ça, c'est ce que je suis le plus fier. Dans le sens où
J'ai l'impression que c'est une photo de carte postale. Ça veut dire J'ai eu la même impression, hein, finalement. C'est ça, il y a un côté souvenir. Ça, c'est un drapeau de Moudjahid qui s'est vendu pas très cher dans une vente en Bretagne, qu'ils ont récupéré sur un petit détachement de Fellaga, comme ils disent, en 58. Donc il y a quelques gouttes de sang dessus. Est-ce que c'est du vrai? Ça, je ne peux pas le dire. Mais il y a toute notre histoire. C'est ce qui donne un peu plus de valeur encore. Plus de valeur, on va dire. Ce mystère. Ça veut dire plus de mystère, oui. On se dit, parce qu'on n'a pas l'histoire définitive, on n'était pas sur place. Est-ce qu'ils ont été assassinés? Est-ce que ce drapeau, comment on l'a saisi, sur qui? J'ai aussi un autre petit drapeau qui fait 15 cm par 15 cm, plié en presque 6. Et on a l'impression que c'est un petit mouchoir que le chouhada il mettait dans sa poche. Et comme si, quand il avait besoin de force, il le sortait. Vous voyez? Et voilà, je trouve ça très important, moi. Donc finalement, acquérir un objet, c'est aussi vous ouvrir la porte vers d'autres recherches, vers d'autres questionnements, finalement, autour de l'objet lui-même, toutes les anecdotes qui tournent autour de l'objet, toute son histoire. C'est ça, parce que derrière l'objet, il y a une histoire. Nous, il ne nous appartient pas, l'objet. Aujourd'hui, il est dans mes mains. Moi, je ne souhaite pas le vendre, mais je l'expose, je le prête si besoin, si c'est quelque chose de sérieux. Et c'est le faire partager pour que chacun trouve après son histoire à travers un objet, mais de cette histoire commune et qu'on connaît, nous, excusez-moi, qu'on ne connaît pas à l'étranger. Ça veut dire nous on a une vision d'une Algérie qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui est racontée par nos proches, notre famille, qu'on voit dans les médias, et c'est important. L'objet, il est réel. Oui. Donc la poterie berbère, elle est réelle. Il y a des signes, il y a une région derrière, il y a un outil. Vous voyez, donc c'est important. Alors on voit, les images elles sont en train de défiler en ce moment et on voit que votre intérêt est très diversifié pour tous ces objets. Donc on voit que ce sont des objets anciens, on voit que ce sont des objets qui ont beaucoup à nous apporter sur le plan historique. Mais sinon, comment vous faites pour acquérir tous ces objets? Ce qui serait bien, ça c'est Haj al-Anqa de Issiachem. Cardinal. Non, pas le cardinal. Haj al-Anqa. Ça, c'est l'Anqa. Oui, l'Anqa, c'est le cardinal. Le cardinal, mais parce que Issiachem, il a fait. Ah non, je parlais de Haj al-Anqa. Il a fait un portrait du cardinal. Du cardinal, voilà. C'est pour ça, désolé. Voilà. Mais déjà, cet objet est à la famille d'Issiachem. Il m'a juste été prêté pour des expositions. Ils habitent, une de ses filles de l'Anqa habite en France, donc c'est à elle. De un. Le fils de Issiachem, Younes, m'a montré les photos d'albums de famille qui permet de voir la main de Issiachem peignant quand il est assis à l'Anqa. Donc il y a toute une vraie histoire. Ça c'est Baya? Ça c'est Baya, c'est une œuvre pareille. Baya, elle est en train de bien monter, les gens s'y intéressent de plus en plus. Il y a beaucoup de polémiques autour, malheureusement, Inch'Allah, ça s'arrêtera. Elle était peu connue, elle a toujours été connue, respectée. L'Algérie l'a dès 62 acquise. Il y a eu même des timbres qui ont repris, bien sûr, je les ai, les travaux de Baya. Oui. De l'UNESCO et j'en passe. Sur la mère et l'enfant. Bien sûr. Donc, voilà, vous voyez, ça c'est des moments forts. On prend Issiachem, Baya, qui sont les symboles de notre modernité, de notre internationalisation. On prend l'émir Abdelkader, qui est un symbole de résistance et de courage et de tazawif, d'identité spirituelle. On avait un pistolet de chef de navire, corsaire. On l'a vu passer. Donc c'est des points de l'histoire, vous voyez. Et sinon, Rachid, c'est ce qu'on disait, c'est que vous partagez finalement toute cette passion avec les autres à travers plusieurs expositions, n'est-ce pas? Vous exposez beaucoup d'ailleurs. Oui, là j'ai un artiste qui est formidable, qui s'appelle Bardi,
qui est exceptionnel en termes de modernité, qui se fait approcher par un grand nombre de collectionneurs, de galeristes internationaux. Il refuse de partir d'Algérie parce que pour lui, son identité algérienne, elle est là. Sa source d'inspiration est algérienne. Moi, je suis fier de rencontrer des gens qui aiment leur pays, qui se battent pour. Et ça me dit que je ne me trompe pas d'aller dans ce sens-là. Voilà, effectivement. En tout cas, merci beaucoup d'être venu partager votre passion avec nous. J'espère qu'on vous recevra plus souvent. Probablement, on ira objet par objet sur ce que vous, si vous voulez. Inch'Allah, pourquoi pas. En tout cas, Rachid Nazaf, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle, vous êtes grand collectionneur de plusieurs objets qui ont trait à l'histoire de l'Algérie. Merci beaucoup à vous. Très très belle continuation à vous. Alors voilà, je tenais à terminer l'émission ce matin avec un hommage ou un anniversaire. Alors les habitants du quartier Hussein Dey, alors certainement ils vont le reconnaître, c'est le doyen du quartier aujourd'hui. Il fête ses 100 ans et tout le quartier donc lui souhaite un joyeux anniversaire. Et justement aujourd'hui un hommage à lui. Alors la famille Aïssa de Brossette à Hussein Dey a le grand plaisir de fêter ce week-end un grand événement. Il s'agit de l'anniversaire du papa, du grand-père Ammi Ahmed qui célèbre ses 100 ans. Allah Ibarak. Alors nous nous joignons à la famille Aïssa et souhaitons à Ammi Ahmed doyen ou l'un des doyens de Hussein Dey beaucoup de joie, beaucoup de santé. Voilà, en tout cas merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous arrivons à la fin de l'émission. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous retrouve avec grand plaisir dès demain à partir de 8h. Au revoir.